Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour Valérie Amirati. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir et on va parler de vous aujourd'hui, de votre passé, votre présent et votre futur. Et du coup, je suis toute intimidée, donc allons-y. Oui, ça va bien se passer. Ok. Si vous voulez bien, avant, j'ai été demander à l'intelligence artificielle de vous décrire. Donc vous allez me dire en fait si... Il n'a pas dit de bêtises, d'accord ? Allez. Alors, Valérie, experte comptable, dirigeante de Skynet Expertise et Conseil, un cabinet d'expertise basé à Nice. Titulaire d'un DESS de gestion de patrimoine de l'Université d'Auvergne, chez moi. Valérie a fondé Skynet en 2001 et dirige le cabinet qui se spécialise dans la comptabilité, la gestion sociale, le conseil, la fiscalité, TPE-PME, commerce artisan. Elle est inscrite à l'ordre depuis 1988. Exact. Il n'a pas dit de bêtises alors. Pas de bêtises, il manque des petits morceaux, mais pas de bêtises. Et bien justement, on va essayer d'en apprendre plus sur vous. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est Valérie, elle s'est dit, quand elle était toute petite, je suis expert comptable ou c'est venu au fur et à mesure ? Alors jamais. En fait, Valérie, elle est rentrée à Subdeco-Nice, qui s'appelle maintenant Schema, qui s'appelait Ceram à l'époque. Donc elle a fait une prépa HEC. Et donc elle est rentrée dans une école de commerce pour faire de la pub, parce qu'elle était passionnée de pub. Malheureusement, pas faire toujours ce qu'on veut. J'étais absolument nulle en marketing. Je sortais toujours le mauvais cas, le mauvais exemple. Donc, force a été de constater que mes points forts, c'était la finance, le contrôle de gestion, la compta, la fiscalité. Et avec mon meilleur ami de l'époque, on s'est dit, il faut qu'on monte une boîte ensemble, mais on n'a pas d'argent, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour monter une boîte ensemble ? Et on s'est dit, expert comptable, pourquoi pas ? Et donc, lui, il est parti vers son service militaire. Moi, j'ai testé, alors à l'époque, les passerelles étaient faciles entre Subdeco et expert comptable stagiaire. Donc, j'étais immédiatement expert comptable stagiaire. Il me manquait juste un petit bout de diplôme. Et donc, à 22 ans, j'ai commencé comme expert comptable stagiaire dans un cabinet dans lequel je suis finalement resté 10 ans après avoir été associé au bout de la 3e année. Mais vous connaissiez ce que faisait l'expert comptable ou comme ça ? Alors, en fait, non, on s'est dit... ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'argent, c'est conseil. Et on avait 2 profs experts comptables avec qui on avait bien discuté. Donc, on s'est dit, on va faire ça. Et il est venu me rejoindre après, donc ça s'associer dans le même cabinet. C'est top. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était chef d'entreprise, en fait. Mais avec pas de sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on fait ça. Ça vous a plu, en tout cas. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous, du moment où vous êtes rentré en tant que collaborateur jusqu'à avoir le Sésame, le fameux DEC. Alors moi, à l'époque, c'était assez facile parce qu'en effet, comme j'avais fait Subdeco Option Finance, contrôle de gestion, on avait 2/3 du DECS qui aujourd'hui est le DCG en gros. Oui, c'est et on pouvait passer ce qui correspond au DSCG aujourd'hui en même temps qu'on faisait son stage. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai passé, en rentrant dans le cabinet, mon dernier petit bout de DECS, puis l'année suivante, c'était des certificats supérieurs, juridique et fiscal. Année suivante, révision. Année suivante, mémoire. En fait, donc j'ai fait ça en 3 ans. Quand vous dites facile, vous êtes en train de travailler. Ouais. Et vous avez fait tout ça à côté ? Et c'était plutôt 70 heures par semaine et il n'y avait pas de cours du soir, il n'y avait rien du tout. C'était candidat libre. Est-ce qu'il n'est pas galvaudé le mot facile ? Oui, peut-être, mais alors c'était une période où en fait on vivait différemment, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on avait en tête que d'abord il fallait qu'on aille au diplôme et que les loisirs et la vie de famille, ça arriverait tout de suite derrière. Donc il y avait cette idée de faire vite et bien, et puis d'être débarrassé. Aujourd'hui, quand je regarde mes jeunes consoeurs, quand elles arrivent aux mémoires, elles ont déjà une vie de famille parce qu'elles y arrivent beaucoup plus tard que nous. Moi, j'ai fini à 26 ans en fait. Donc elles y arrivent vraiment beaucoup plus tard. Et du coup, ça fait une différence dans la capacité, parce que quand on a une vie de famille, en plus, à gérer, c'est compliqué. Et du coup, vous êtes, ça y est, diplômé. Qu'est-ce qu'on fait là ? Mon patron sait très bien qu'en fait, s'il me propose pas de m'associer, je m'en vais. Donc, il me propose de m'associer et je deviens associé. Et petit à petit, le cabinet grandit. Je suis arrivée, on était 8. Au bout des 10 ans, au bout desquels je suis partie, on était 80. Et 8 associés. Et en effet, j'étais la seule femme et la plus jeune. Donc, je dirais qu'au fil des 3 dernières années, je me suis un peu dégoûtée
pour plein de raisons, qui sont aujourd'hui bien connues sur l'attitude des hommes experts comptables vis-à-vis des jeunes collaboratrices ou associés. Et j'étais tellement dégoûtée que je me suis dit, je ne ferai plus jamais ce métier. Bah, vous avez fait quoi, Et je suis partie faire autre chose. Alors, je suis partie faire de la formation à du public en difficulté. D'accord. C'est-à-dire de la formation dans des écoles qui prenaient des gens au-delà de 26 ans pour devenir comptable ou faire de la gestion. Et je fais de la formation dans les prisons aussi. Bah, c'est tout à votre honneur. C'était marrant. Non, enfin, c'était marrant. C'était marrant. marrant. Oui. La vérité, c'est que c'était très sympa. C'était super gratifiant. Le public en difficulté, c'est un public qui est très gratifiant et la formation, c'est une activité qui est super gratifiante. Vraiment. Comment vous êtes retourné du coup dans le monde de l'expertise ? Alors, j'ai croisé dans la rue l'ancien meilleur ami de mon ancien boss qui me dit « Mais tu es sur le marché, qu'est-ce que tu fais ? Viens donc bosser avec moi. » Donc, je suis allée travailler avec lui et en me disant, avec l'idée de dire « Bon, au bout d'un an, tu me rachètes une partie de la clientèle ou bien on fait un département pour toi, etc. » On se croise pendant un an pour voir si on se plaît et après, et rebelote. Donc, je suis retombée sur un expert comptable, macho, qui a commencé à me dire que mes collaborateurs m'aimaient trop, que les clients m'aimaient trop, à contrôler là où j'allais. Enfin, voilà. Pourtant, c'est plutôt positif si vous êtes apprécié. Et voilà. Mais il avait l'impression, je pense, de perdre le pouvoir, alors que le sujet, c'était vraiment que je lui rachète une partie de sa clientèle et surtout que je remette cette partie de cabinet qu'il avait un peu laissé tomber en route, ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, on se refait pas. Cette expérience, alors donc j'ai plié mes gaules et je suis partie, mais cette expérience, elle a été très très positive parce que c'était un monsieur qui avait une personnalité extraordinaire, qui était adoré de ses clients, qui m'a appris à la fois à faire du conseil de haut niveau. C'est-à-dire, quelque part, on a tous, quand on a ce genre de diplôme, les capacités à le faire, mais on ne sait pas forcément ni les vendre, ni les présenter, ni les proposer. Donc, à le faire de façon décontractée, à vendre cher du conseil de haut niveau, et aussi à se tenir dans les réunions avec les clients de façon décontractée et avec le sourire. Chose qui m'était interdite jusque-là, nous, on était génération... c'était dans les années 80, on était petit tailleur, collant noir, talons aiguilles, voilà, oui. Pas tout à fait ça, effectivement. Et donc, il m'a fait changer de vision sur la profession et il m'a apporté beaucoup, même si c'était un environnement toxique à la fin. Je lui en suis quand même très reconnaissante. Est-ce que il y a quand même des côtés positifs de cette époque-là ? Est-ce que ça vous carrément. a aidé J'ai vraiment réappris un métier qui était beaucoup plus en phase avec ce que je voulais faire dans le premier cabinet où j'étais, celui où je suis restée 10 ans. Quand je voulais mettre en place des tableaux de bord pour les clients ou surtout remplacer 2 heures de recherche du centime de TVA par un calcul de seuil de rentabilité, mon boss passait derrière. Et bon, c'était mon mentor quelque part, hein, donc je le respectais, en disant non, mais elle est sympa, mais on n'a pas le temps de faire ça. Faites plutôt la TVA, comme ça l'État, l'administration fiscale en aura bonne réputation. Voilà, mon idée, c'était plutôt de rendre service aux clients. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce deuxième cabinet donc, où j'étais. C'était l'idée que, en effet, le client, c'est notre client et qu'on est des mercenaires. En effet, mais service du client, pas de l'URSSAF et certainement pas de l'État. Est-ce que vous n'étiez peut-être pas un petit peu avant-gardiste pour votre époque ? Vous n'avez peut-être pas 15-20 ans d'avance ? Alors probablement. Et en fait, à tel point que quand j'ai quitté ce cabinet et que j'ai dit je m'installe, je n'ai pas voulu être expert comptable en fait. C'est-à-dire que je me suis installée comme conseil de dirigeants en difficulté. Alors en difficulté, soit en difficulté financière, soit en difficulté parce qu'il y a des mésententes entre associés, soit d'autres ou des gens qui avaient envie de sortir d'une association ou au contraire de s'associer. Donc c'était plutôt coach en fait à l'époque. Et ce qui était super marrant, c'est que j'ai démarré donc septembre 2000 et donc j'avais quasiment 40 ans et en mars 2001, il s'est avéré que j'avais 4 clients en fait, hein, parce que j'ai vu ces maps, quand on démarre, hein, pas beaucoup de clients. Et donc, sur les 4 clients, il n'y a aucun des experts comptables qui a voulu arrêter les comptes comme je demandais qu'ils soient arrêtés. Et mes clients m'ont tous dit, bon Valérie, maintenant ça va bien, réinscrivez-vous à l'ordre, on veut changer d'expert comptable et arriver chez vous. Et donc j'ai immatriculé ma boîte en 48 heures.
Et voilà comment est né Skynet. Est-ce que vous osiez pas utiliser votre titre d'expert comptable, justement? Ah si, j'osais complètement, mais j'avais l'impression que cette profession n'était pas faite pour moi, parce que j'étais conseil et que faire des liasses fiscales, ça m'emmerdait. Voilà. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était pas la profession qu'il me fallait. Alors, pour faire plaisir à vos clients, vous avez dit, il faut que j'ai cette brique-là quand même. Parce que, en fait, c'était la seule façon qu'on leur sorte des comptes qui finalement leur rendaient service, quoi. C'est top parce que là, on est au congrès là, pour cette interview et on est en train de parler de ça. C'est ça. Et donc, vous étiez déjà à réfléchir à cette époque-là. Je viens de co-animer un atelier avec Frédéric Fréry sur la stratégie des cabinets et sur le projet de cabinet avec Frédéric Fréry et Ludovic Melot. Donc, c'est quand même, vous voyez, vous n'êtes pas trompé de décennie. Probablement. Et donc, ça y est, on est immatriculé en 48 heures le cabinet. Ouais. Comment ça s'est passé, le développement de ce cabinet jusqu'à aujourd'hui? Alors, ça s'est passé d'une façon assez originale, c'est-à-dire que j'avais rencontré un notaire qui savait que j'étais bonne en fiscalité immobilière. On est sur la Côte d'Azur, on est à Nice, hein, donc c'est le tourisme, l'immobilier. Donc, et qui m'a envoyé plein de clients de marchands de biens qui ne trouvaient pas de gens compétents. Il m'a envoyé tous ses clients qui avaient, en fait, sans rien me demander d'autre en échange que d'être sa hotline. C'est-à-dire que, en fait, jour et nuit, parce qu'il bossait comme un cinglé, comme moi d'ailleurs, il m'appelait en me disant, alors, j'ai tel cas, je montre quoi comme structure, ok, la fiscalité au NOP, pourquoi, ok, je te les envoie, salut. Voilà. Et en fait, en 2 ans, il m'a fait 40% de mon chiffre d'affaires, quoi. Le reste étant, on est dans les années 2000, hein, donc le reste, c'est du bouche à oreille. Là, c'est quand même top. Et là, vous êtes à votre compte. Ouais. C'est un métier qui a l'air de vous plaire, hein, ce que j'entends, parce que vous bossez beaucoup d'heures. Je bossais beaucoup d'heures. J'ai vraiment beaucoup ralenti. Ouais. Il faut profiter aussi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et ça y est, là, vous êtes expert comptable, vous faites ce qui vous faites plaisir? Oui, avec la difficulté on en parlait tout à l'heure et c'est marrant, de se dire j'aime toujours pas faire des liasses fiscales. J'aime toujours pas faire des bilans. Donc, ça veut dire qu'en fait, depuis que je suis matriculée, j'ai jamais fait un bilan moi. Monter un bilan. Donc, embauche des apprentis, forme-les, embauche des collaborateurs. Et en fait, l'idée, c'était vraiment, et c'est arrivé. Alors, j'avais des locaux assez grands, je rétropédale un peu, et donc j'ai décidé de comprendre quelque chose en gestion de patrimoine. Donc, j'avais un pote d'un pote qui s'installait, et donc je lui ai dit, j'ai des locaux assez grands, si tu veux, je te prête un bureau, et comme ça, on échange sur la partie gestion de patrimoine. Bon. Comme c'était quelqu'un qui avait une vue à court terme, ça a été un petit peu compliqué, donc on s'est séparés assez vite. Et je me suis dit, du coup, comme je comprends rien, c'est pas que je comprends rien, mais j'ai pas l'impression d'avoir les bases, donc je suis retournée en 2002, donc à l'université d'Auvergne, passer le DESS de gestion de patrimoine, qui m'a permis d'avoir une base solide. Et d'apporter finalement aux clients un conseil aussi à titre personnel. Mais du coup, ça vous a un petit peu complété sur ce que vous faisiez? C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, on embauche des personnes pour faire en fait la data, la donnée derrière, c'est pour ça. que vous puissiez accompagner derrière? Tout à fait. Et en fait, dès 2005, on a commencé à automatiser. C'est-à-dire que j'ai acheté le premier logiciel qui s'appelait Expert à l'époque, en fait, qui permettait de scanner les relevés bancaires et de scanner les factures. Et donc, ça allait incrémenter directement la compta. Donc, on a commencé, nous, à automatiser en 2005 avec l'idée de dire, avec le temps qu'on a gagné là, on va offrir aux clients des tableaux de bord de gestion. Et donc, on a commencé à donner tous les mois à nos clients des tableaux de bord avec des critères pour chacun des clients. Au début, c'était des exports vers Excel. Depuis, heureusement, ça s'est bien amélioré. Et donc, vraiment, de fournir un accompagnement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, au fond, il faut arrêter de prendre des clients pour prendre des clients. Et donc, je vais décider de ne prendre que des clients qui ont envie d'être accompagnés. Ceux qui veulent juste une liasse fiscale, on ne les prend pas. Ça n'a pas été dur? C'est une position dure. Oui. Parce que c'est contre-intuitif dans notre profession, c'est contre-intuitif tout court pour un chef d'entreprise. Donc c'est une position qui est difficile à tenir. Mais c'était difficile de se forcer. Ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça l'est encore aujourd'hui, mais du coup j'ai un petit truc, c'est que quand mes collaboratrices veulent absolument prendre un dossier, je leur dis ok, alors je ne m'en occupe pas, tu t'en débrouilles, parce que j'ai
j'ai des collaboratrices qui sont experts comptables, hein, donc je dis, je m'en occupe pas, tu t'en débrouilles, premièrement. Et deuxièmement, on facture 30 ou 40% plus cher parce que lui, il n'est pas pour nous, il va nous emmerder. Donc s'il vient au moins, on aura le budget et tu verras que dans 2 ans, il est dehors. Régulièrement, c'est ce qui se passe. Mais c'est quand même bien de... on fait expert comptable, mais on fait plus de bilan. J'adore ça, entendre ça. Alors si, j'ai du monde qui fait des bilans. Oui, vous avez des personnes, mais... Voilà. Mais vous vous concentrez sur ce qui vous fait plaisir. La gestion, c'est ce qui m'a toujours passionné. J'ai jamais changé d'avis, en fait. Est-ce que vous auriez pu faire cette même carrière si vous n'aviez pas eu ce fameux diplôme d'expert comptable? Probablement pas. Pas à l'époque. Il y avait des conseils en gestion, mais malgré tout, l'idée du diplôme d'expert comptable, ça donne une espèce de tampon de respectabilité. Légitimité même. C'est ça. Ça, c'est impressionnant. Moi, ce que j'aimerais derrière, c'est que on parle de vos inspirations et vos mentors. Est-ce qu'il y a eu des choses, des événements, des personnes qui vous ont aidé à devenir Valérie d'aujourd'hui? Alors oui, c'est marrant en fait. Je me suis construite beaucoup en ado contre en fait, comme une vraie ado en fait. Je ne veux pas. Je me suis construite contre, voilà, en disant qu'est-ce que je ne veux pas être. Donc ce que je voulais pas être, c'était le premier cabinet dans lequel j'étais où en fait on donnait pas de conseils aux clients, on s'assurait vraiment que l'URSSAF ait tout ce qu'il lui fallait, l'État ait tout ce qu'il lui fallait, et que les comptes soient justes au centime. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Aussi, la gestion interne, la gestion humaine, c'était pas non plus ce que je voulais faire. Il y avait des espèces de groupes, des espèces de clans, enfin voilà. Moi, j'ai toujours bâti sur le principe d'une équipe. D'ailleurs, j'ai mis en place un intéressement très vite, qui était basé sur par exemple, 80% des bilans sont sortis un mois avant la date, enfin sur des critères qualitatifs et avec une répartition par tête, parce qu'en fait, on est une équipe. Donc voilà, je me suis plutôt construit contre. Et en effet, au deuxième cabinet où j'étais, là pour le coup, je le disais, j'ai vraiment appris que je pouvais faire du conseil pour de bon. Donc ça vous a permis aussi de monter en compétence, entre guillemets, C'est et ça. de vous dire ce que je ne veux pas pour pouvoir vous orienter. Tout à fait. Voilà, et en fait, pour me rendre compte que finalement, ce que je voulais faire existait. Et c'était fait par quelqu'un, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui vous ont guidé ou donné envie de faire certaines choses? Pas vraiment, essentiellement mes clients en fait. Moi, je suis toujours très admirative des chefs d'entreprise. Donc, c'est toujours mes clients, leur ingéniosité, leur résilience. C'est un mot très à la mode, mais c'est quand même la vérité. Leur résilience et leur capacité à rebondir. Moi, c'est devant mes clients que je suis en admiration. J'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes plutôt chef d'entreprise ou expert comptable? Ouais, plutôt chef d'entreprise, probablement. C'est quoi la différence du coup pour vous? Alors la différence, j'avais lu un bouquin très bien, j'ai plus le nom en tête, mais en fait qui m'a beaucoup inspiré, qui expliquait en fait pourquoi la plupart des TPE ratent, pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans les TPE, et qui disait qu'il est compliqué de passer de technicien d'artisan à chef d'entreprise en fait. C'est rigolo parce que j'ai fait cadeau à mon fleuriste, je lui ai fait cadeau de ce bouquin la semaine dernière en disant tiens, je te le donne, je m'en servirai plus. Parce qu'on parlait de management et tout. Et cette idée de dire, on n'est pas technicien. Les experts comptables, on a tendance à être technicien. Parce que c'est notre truc, et puis c'est facile, on se réfugie dans la technique, on est bon, etc. On n'a pas forcément tendance à être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est savoir déléguer. Il faut apprendre à le faire. Moi, la vie m'a obligée à le faire parce que j'ai eu un souci de santé, c'était 2013 et 2014, où il a fallu que je lâche prise et que je laisse les autres faire, et ça aide beaucoup. Justement, sur ces périodes pas simples, est-ce que vous avez eu des grands défis, des choses à surmonter, et qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre? Alors vraiment, ça m'a appris à lâcher prise et à déléguer, à faire confiance, même si je fais de base confiance. Ça a surtout apporté à mes collaboratrices qui sont aujourd'hui mes chefs de mission et qui seront mes associés probablement le mois suivant. Et en fait, ça leur a appris comme j'étais pas dispo, à prendre sur elles et à grimper en compétences. Ça permet aussi d'évoluer? Vous avez peut-être pris en expérience dessus? Tout à fait, bien sûr. Moi, ça, j'adore. Sur le passé, au moins, j'ai appris plein de choses sur vous. Allons sur votre présent. Et à quel moment vous vous êtes dit, Valérie, elle a réussi professionnellement, elle est fière d'elle. Est-ce que vous avez une anecdote marquante là-dessus? Pas du tout. Voilà. Si, il y a 5 minutes,
Cécile de Saint-Michel a demandé à un de mes potes de me rencontrer pour me saluer en disant j'adore cette nana, elle écrit des trucs géniaux sur la profession. Voilà. C'est gratifiant, je pense. Donc là, oui, voilà, tout à fait. Ouais. Et votre entourage, ils sont fiers de vous? Mes enfants. Ils le disent pas, mais ils le sont, je le vois. Bah, je pense que ça, c'est Ouais. une belle réussite. Ouais, tout à fait. C'est la meilleure. Au niveau de l'organisation, vous me disiez au début, vous travaillez beaucoup, là un peu moins. Comment on gère en emploi du temps quand on est expert comptable sur Nice? Alors, quand j'étais... quand j'ai monté mon cabinet, donc j'avais 40 ans, mes enfants avaient en gros 10 ans. Alors, j'avais un mode de gestion un peu particulier. C'est qu'en fait, je m'arrêtais de bosser à 17h30 et j'allais m'occuper des devoirs, du dîner, du bain. Et puis, je me remettais à bosser vers 21h jusque vers minuit. Et ça se passait très bien, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré récemment, en fait, il y a 2 ans, l'association des femmes experts comptables, parce que je pense que mes confrères ne font pas assez attention à la difficulté qu'on a quand on est mère de famille à avancer en carrière de façon identique à celle d'un homme, alors qu'on peut parfaitement le faire à condition d'être organisé. Mais pour être organisé, il faut qu'on nous laisse nous organiser. Et je ne sais pas si dans le premier cabinet où j'étais, où la mode c'était rester le plus tard possible, même si on faisait rien, et d'être là le samedi matin pour rencontrer le boss parce qu'il était là le samedi matin, je ne pense pas que j'aurais pu le faire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Alors qu'à mon compte, finalement, je faisais bien ce que je voulais, je travaillais l'heure que je voulais. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire confiance aux jeunes consoeurs, aux femmes en général, aux collaboratrices, et les laisser s'organiser comme elles veulent. Est-ce que c'est faisable de marier la vie professionnelle avec la vie personnelle? Ah oui, moi je l'ai fait, sans problème. Ça n'a pas été dur à des moments, des fois? Pas vraiment. Ça l'a été tant que j'ai vraiment été dans un cabinet où on regardait, pas les heures de travail, les heures de présence en fait. Voilà. À partir du moment où j'ai été vraiment à mon compte, où j'ai volé de mes propres ailes, ça n'a pas été un sujet du tout. Même sur la première période, souvent on dit la première année, ex nihilo, on est obligé de se donner à fond. Là, vous me dites que vous aviez des enfants en bas âge. Ça met pas une petite pression? On n'a pas peur? Peut-être de la peur, peut-être de l'appréhension? Alors oui. J'avais peur parce que j'ai mis presque 6 mois. Non, j'ai mis entre 6 mois et 1 an à retrouver un salaire normal. Donc oui, en effet. Mais bon, C'est ça temporaire. aide à avancer aussi, puis c'est temporaire. Ouais. Et on regrette pas maintenant? Ah, pas du tout. Jamais de la vie. Donc sur l'organisation, c'est bien de s'organiser. C'est la flexibilité, c'est-à-dire quand on me dit mais comment ça se fait que tu travailles le dimanche? Alors, je travaille le dimanche parce que peut-être que le vendredi après-midi j'ai fait autre chose, que le mercredi matin je suis allée faire du qigong dans le parc, voilà. Et donc si j'ai envie de travailler le dimanche, je travaille le dimanche. Est-ce que la famille, c'est important ces moments-là? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est important d'être soutenu. C'est important d'être soutenu par son conjoint, et c'est important que les enfants comprennent. Il y a des passages compliqués. Moi, maintenant, ils ont 33 et bientôt 32 ans. Donc maintenant, ils comprennent, en fait. Ils savent, en fait, pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir beaucoup de temps de présence. Même si moi, je reste convaincue que le qualitatif est supérieur au quantitatif. Qualité, quantité, c'est ce que j'allais C'est vous ça. dire. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où les enfants ont du mal à comprendre. Mais ça se fait. C'est bien, vous donnez un bon exemple aux femmes, j'ose vous le dire, et il faut continuer comme ça. Ah, Et vous parliez de femmes experts comptables. Vous voulez qu'on en parle un petit moment? Oui, volontiers, ouais, parce que en fait, c'est une association dans laquelle je suis rentrée complètement par hasard, parce que j'ai reçu un petit mail de Françoise Savès que j'aime bien, et en fait qui me proposait d'être administrateur chez Femmes Experts Comptables. Donc je dis pourquoi pas, je vais regarder ce qui se passait. J'ai dit sympa, j'ai rencontré Sophie Coudray, l'ancienne présidente, la nouvelle présidente. C'était Françoise, l'ancienne présidente, avec qui j'ai noué vraiment une relation de confiance, d'amitié. Et donc, elle m'a permis de monter l'action de mentorat avec une jeune femme qui s'appelle Vanessa Ferreira, qui avait écrit son mémoire là-dessus. Et donc, on est rentré dans l'opérationnel pour de bon. Et la première année, on a pu avoir une quinzaine de mentorés, une quinzaine de mentors. Aujourd'hui, on est à 4 promos de 14. Voilà. Et j'espère qu'on fera encore le double l'année prochaine. Donc, du coup, on a 4 co-animatrices maintenant,
Et donc, maintenant que le truc est construit, je vais donner les clés et passer la main. Et c'est quelque chose dont je suis fière parce que malheureusement, je me rends compte qu'en fait, les jeunes consorts d'aujourd'hui ont les problèmes que j'ai eu il y a 40 ans, ce qui est quand même pas cool, quoi. Ce que j'allais vous demander, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a encore une différence avec... Est-ce qu'on n'a pas évolué ? Alors, probablement un peu, mais on n'a rien senti, quoi. On a évolué en nombre, mais encore une fois, il y a énormément de consoeurs qui passent pas le... Alors, il y a les consoeurs qui passent pas le stade du mémoire, il y a les consoeurs qui ont les problèmes que j'ai eu avec mes associés masculins, qui considèrent que quand on a accouché depuis 15 jours et qu'on quitte une réunion à 11h du soir, c'est qu'on n'est pas motivé. Ça reste surprenant. Alors, moi, je pense que... Alors, c'était marrant parce que j'ai fait partie d'une étude Cégide. Alors, je l'ai pas encore lu, l'étude Cégide qui sort ce soir, mais où le journaliste m'a demandé, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà que les mères, elles élèvent leurs fils. Et je pense que ça part de là. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse des campagnes dans les clubs des jeunes experts comptables pour expliquer aux jeunes experts comptables comment ils doivent laisser les femmes s'organiser s'ils veulent les voir progresser. Puis faut peut-être faire un mentorat avec vous. Je pense que vous avez la bonne technique. Continuez. Ouais, enfin voilà, en tout cas, je pense que c'est un problème d'éducation. Et je suis convaincue qu'en fait, les hommes de la nouvelle génération n'ont pas de sujet à le comprendre intellectuellement, mais ils ont une difficulté à le mettre en pratique. Est-ce que les femmes aussi ne se mettent pas des barrières ? Bien sûr que si. Et comment pour les aider là-dessus ? Comment vous avez fait pour lever ce voile et se dire je suis capable comme un homme d'avoir mon cabinet, de gérer ma vie de famille ? Alors moi, j'ai pas été. C'est vraiment un problème d'éducation, c'est-à-dire que moi, on m'a jamais dit que je serais pas capable de faire un truc. Jamais. À part le permis de conduire, chose que j'ai jamais compris pourquoi, mais personne n'a compris dans la famille pourquoi j'ai mon permis de conduire de premier coup. C'est quand même pas le truc le plus difficile de la terre, mais bon, ça a étonné tout le monde. Mais pour le reste, en fait, moi, ma maman avait une boutique de fringues avec 17 vendeuses dans la région parisienne. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez un gros tempérament peut-être ? Ouais. Non ? Ça y probablement, fait ça ? Oui, probablement. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est, avec toute votre expérience, vous puissiez conseiller la future Valérie pour devenir expert comptable. Qu'est-ce qu'elle devrait faire ou qu'est-ce qu'elle devrait avoir, vous pourriez lui transmettre pour réussir ? Alors, la ténacité, en fait. La ténacité et pas se laisser regarder de haut par d'autres. Parce que c'est encore quelque chose qui nous arrive énormément. Et c'est absolument dingue, mais c'est un truc qui m'arrive encore à 60 balais, quoi. Voilà. C'est que vous avez des notaires, des choses comme ça, qui sont moins diplômés que vous, qui connaissent un vélo, mais qui, quand même, vous refont l'histoire, ils vous racontent leur vie. Et ça, c'est une difficulté qu'on a quand on est une femme. C'est que déjà, pas nécessairement une grosse estime de soi. Moi, c'était mon cas. Je pensais pas que les choses étaient impossibles, mais j'avais pas non plus une super estime de moi. Je l'ai toujours pas, d'ailleurs. Et donc, on a une facilité à se laisser expliquer les choses par des hommes qui en connaissent moins que nous. Donc, voilà, ne pas se laisser mansplainer, comme on dit. Mais là, avec l'expérience, est-ce que vous arrivez maintenant à prendre du recul et dire... Ah, moi, je leur ris au nez, vraiment. Voilà, moi, chante j'éclate de Baumère. rire. Ah, mais moi, j'éclate de rire. Moi, je prends ça avec de l'humour. Voilà. Donc voilà, il faut aussi... Il faut décontracter, en fait. Il faut décontracter le débat. C'est pas la peine de se battre. Et par contre, en expliquant gentiment avec beaucoup d'humour que on va y arriver, ça passe tout seul. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est avoir votre avis. Quel est pour vous l'archétype de l'expert comptable d'aujourd'hui ? C'est quoi un expert comptable parfait, on va dire ? Alors, c'est un chef d'entreprise et c'est un conseil. Alors, c'est un chef d'entreprise parce qu'aujourd'hui, on a passé la journée à en parler, là, avec Frédéric Fréry, qui est prof de stratégie à ESCP. On a vécu dans un monde qui était presque facile, en fait, où les clients venaient nous voir, où toutes nos difficultés, elles n'étaient que techniques. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, on a vraiment des entreprises à gérer. Donc, maintenant, il faut des qualités de chef d'entreprise. Et pour trouver des salariés, les garder, avoir une stratégie, s'y tenir, mettre en œuvre un plan d'action, et puis après, finalement, choisir des outils. Et quelles sont les qualités qu'il faudrait intrinsèquement d'un expert comptable ? Alors, de l'empathie, parce que c'est souvent ce dont mes confrères manquent, parce que c'est pas nécessairement dans leur caractère, c'est pas nécessairement, on parle beaucoup de chiffres, c'est assez un métier finalement qu'on peut prendre de façon assez froide. Hein. Voilà, c'est de l'empathie et c'est la recherche de
de quoi un chef d'entreprise a besoin en fait. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle être centré client, c'est-à-dire de quoi un chef d'entreprise a besoin. Et pour vous penserez que dans 10-15 ans, l'expert comptable sera pareil? Ah non, jamais de la vie. Non. Je suis déjà pas pareil que ce que j'étais il y a 15 ans, donc non, on peut jamais être pareil. Le monde change, il change de plus en plus vite. Et je pense que on avait Raphaël Lenthoven hier dans une conférence qui disait qu'en fait, on pouvait pas changer sans s'appuyer sur le passé. Donc il faut garder nos forces et essayer de laisser tomber nos faiblesses. Allons sur votre futur. C'est quoi vos projets pour cette fin d'année 2024? Alors c'est de travailler à mi-temps en fait, voilà, et de pouvoir faire un peu plus de choses que j'ai envie de faire. Vous disiez pourtant au début de notre interview que vous travaillez beaucoup. Ça va pas vous manquer? Alors jamais de la vie, parce que j'ai plein de trucs que j'arrive pas à faire en fait, c'est assez facile. C'est une question qu'on me pose régulièrement, que mes amis me disent, quand je dis je vais m'arrêter à 65 ans, j'en ai bientôt 64, hein. Mais tu vas t'embêter, mais absolument pas, parce que je suis tellement frustrée de pas faire de choses que j'aimerais faire, qu'en fait j'ai devant moi un boulevard de choses à faire. Bah c'est quoi vos projets? C'est quoi que vous Alors, souhaiteriez faire? mon projet, c'est de voyager, parce que c'est vrai que pour le coup, quand on est expert comptable, c'est compliqué de partir longtemps, en fait. C'est pas compliqué de partir, mais c'est compliqué de partir longtemps. Donc ça, c'est une de mes frustrations liées à notre métier. Donc c'est voyager, c'est voir plus d'expos, voir plus de musées, voir plus de beaux, entendre plus de beaux, voilà. Et du coup, Valérie, elle sera où dans 10 ans? Elle sera probablement en fait en voyage, idéalement dans une croisière de tour du monde, et probablement avant 10 ans. Est-ce que vous continuerez le mentorat ou accompagner aussi un petit peu avec la compta ou plutôt couper? Alors, aujourd'hui, le projet, c'est que je suis en train de céder donc mon cabinet à 2 chefs de mission qui sont avec moi depuis 18 ans. Et donc, ils connaissent parfaitement le terrain. Elle me garde encore 1 an ou 2, peut-être 3, voilà, pour parler stratégie, pour parler communication, parce que c'est une de mes forces principales. Donc stratégie, communication, et puis pour continuer à garder un petit peu le conseil de haut niveau le temps qu'elles prennent la main et qu'elles mûrissent aussi. Elles ont 38 ans aujourd'hui, donc elles ont l'âge que j'avais quand j'ai créé mon cabinet. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de garder cette idée de donner un petit peu du conseil de temps en temps, mais rien de plus. Sur la partie, alors, il faut savoir que moi, j'ai été très investie dans une association niçoise qui fait partie, du réseau Initiative France. Donc, c'était Initiative Nice Côte d'Azur. Je suis bénévole depuis 22 ans. J'ai été présidente pendant 3 ans. On change à chaque fois au bout de 3 ans parce que ça me prenait un gros jour et demi par semaine. Voilà, donc on aide les créateurs d'entreprises. Donc je vais continuer à peut-être un petit peu de bénévolat, en lâchant un petit peu quand même parce que aujourd'hui encore ça me prend pas mal de temps, je fais pas mal d'actions avec eux. Voilà, peut-être du bénévolat dans un autre, continuer femme expert comptable, faire peut-être autre chose. Lâcher le mentorat maintenant que c'est en place, peut-être monter autre chose si Sophie a besoin de moi. Et puis voilà, continuer à me faire plaisir, surtout à profiter. Je vous remercie pour ce moment. Mais j'aimerais, avant qu'on finisse l'interview, qu'on fasse un jeu. Le Allez. jeu, du coup, confession intime. Je vous donne une information et vous répondez par plus ou moins. Allez. Est-ce que vous travaillez plus ou moins de 50 heures par semaine? Oh, beaucoup moins maintenant. Bah, tant mieux. Ça vous arrive de faire plus, par contre? Ça m'est arrivé de faire plus. Quand on parlait de mes premières années d'expert comptable stagiaire, on travaillait 70 heures par semaine. Au niveau du cercle social, est-ce que vous avez plus ou moins de 10 amis proches? Ah non, beaucoup moins. Pour moi, les amis, c'est sur les doigts d'une main. Au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures? Alors, beaucoup moins de 8 heures parce que je suis petite dormeuse. J'ai cette chance de récupérer très vite. Donc, quand j'ai dormi 5-6 heures, je suis en pleine forme. C'est pas mal. Ouais, c'est une grande chance. Et en fait, c'est comme ça que quand j'étais expert comptable stagiaire, j'ai passé mes périodes fiscales et mes examens allègrement parce que je dormais 4h30 par nuit. Et en plus, comme j'étais une bringueuse, je sortais au moins 2 fois par semaine avec des nuits blanches. Et vous arrivez encore à le faire ou pas? Non, terminé là. Il y a toujours du positif, de toute façon. C'est ça. Au niveau des congés annuels, est-ce que vous prenez plus ou moins de 5 semaines par an? En ce moment, moins.
Et je le regrette. Et pour finir, est-ce que vous envisagez de prendre la retraite à plus ou moins de 65 ans ? Pile poil 65 ans, je suis née le 24 décembre et je m'en irai le 1er janvier. Eh ben, je vous remercie Valérie. Merci à vous, merci beaucoup. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure à un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.